Et tout de suite, votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens comme chaque jour. Et on reçoit Charlotte Boittieu aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste pour Info Migrants. Vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une cinquantaine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé de partir un matin pour l'Europe. Elle avait 20 ans et malheureusement, elle est décédée sur la route migratoire. Elle a fait, son canot a fait naufrage en mer Méditerranée en 2022. Je vous propose d'écouter sa maman, Mariam, qui parle de sa fille avec un détail important. Elle n'était pas au courant du projet de départ de Zineb. Zineb est partie un matin sans prévenir personne. On l'écoute. J'ai appelé, son numéro passe pas. J'appelle, son numéro passe pas. J'ai appelé les tuteurs. J'ai dit, mais il y a quoi, le numéro de Zineb passe pas? Elle dit, tu n'as pas, on a un problème ici. Départ de Zineb, les bateaux là, ils dégagent sur la route. Donc Zineb est resté. On n'a pas eu son nouvelle encore. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont restés dans l'eau. Bon, on n'a rien trouvé. On a attendu 1 mois, 2 mois. Parce que les gens ont dit qu'on n'a qu'à attendre un peu. Souvent, on peut venir, on peut nous appeler encore. Mais personne ne nous a appelé. Donc, on est resté comme ça. C'est là qu'on a fait sacrifice. On a fait tout. On a laissé tout dans la main de Dieu. Avec ceux qu'il est parti là, il y avait un Nigérien dedans. Le jeune a dit, Zineb est resté. Parce que Zineb était accroché sur lui. Donc d'ici, quand ils ont appelé, ils n'ont qu'à venir les aider. D'ici, les gens vont venir pour venir intervenir. Zineb est descendu. Voilà, évidemment, témoignage très fort, l'histoire de cette jeune fille. Et ce qu'on va en retenir, évidemment, vous le disiez, c'est que Zineb n'avait pas prévenu sa famille, pas prévenu sa mère. L'immigration irrégulière est un sujet extrêmement sensible au Côte d'Ivoire. C'est un sujet dont on ne parle pas publiquement. Oui, exactement. Et c'est même surprenant comparé à d'autres pays où Info Migrants est allé en reportage. Je pense notamment au Sénégal, où on a rencontré des jeunes candidats au départ qui voulaient partir en Europe et qui parlaient publiquement de ce projet. À Abidjan, c'est tout le contraire, en fait. Les Ivoiriens qui veulent tenter leur chance en Europe, en fait, cachent complètement leur projet, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent ni à leurs parents, ni à leurs amis. En fait, ils disparaissent tout simplement un matin. C'est ce qui est arrivé à Mariam. Donc, comme vous l'avez dit, Zineb lui a déposé son fils. Elle avait un fils de 4 ans. Elle lui a déposé un matin en lui disant « Je reviendrai le chercher ce soir après le travail ». En fait, elle n'est jamais revenue. On est donc allé à la rencontre d'autres jeunes qui sont tous tentés par un départ vers l'Europe et qui ont tous voulu garder l'anonymat. Je vous propose d'écouter Aminata. Aminata, elle compte prendre la route dans peu de temps, nous a-t-elle dit, sans prévenir personne. Voilà, je vous propose de l'écouter. Elle est donc restée anonyme. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je n'ai pas dit à mes camarades, ni rien, à part ma soeur seulement. Pourquoi vous leur dites rien? Bon, je ne leur dis pas au fait, parce que quand ils décident de faire quelque chose, il faut voir la foi de Dieu, quoi.
Parce que quand tu vas aller parler, les gens vont te décourager. Pour te dire, ah, faut pas partir. Quand tu as parti, c'est comme ça, c'est ceci, cela, là. En tout cas, c'est à quoi on ne dit pas à quelqu'un. Voilà, il y a aussi beaucoup de candidats qui partent, et comme je vous l'ai dit avec le cas de Zineb, qui ont des enfants. On a aussi rencontré un jeune, Durand, qui aussi a témoigné à visage caché et qui nous a expliqué que lui avait 2 enfants, 3 ans et 5 ans, et qui comptait aussi les déposer à la dernière minute à ses parents, puis directement partir vers l'Europe. Alors évidemment, les associations ivoiriennes qui luttent contre l'immigration irrégulière nous ont beaucoup parlé de cette immigration cachée, puisqu'on a voulu savoir pourquoi est-ce autant tabou, pourquoi en fait les jeunes gardent ce projet secret jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter aussi Frédéric Agouzi. Il travaille pour l'association Réali, qui va souvent à la rencontre de ces jeunes qu'il essaye d'identifier et qui veulent partir sur le terrain. Un projet de migration, un projet de voyage, je dirais, peu importe la forme sous laquelle cela doit se passer, dans notre communauté reste un projet secret. Voilà, un projet secret en ce sens où il y a des superstitions selon lesquelles, lorsque un projet de voyage est rendu public, il y a de fortes chances que le projet ne réussisse pas. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, il parle beaucoup de superstition, de sorcellerie. C'est encore 2 notions très ancrées dans les esprits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'argument du découragement qu'évoquait Aminata. On a peur que ses parents nous dissuadent de faire le voyage. Il y a aussi évidemment l'influence des réseaux sociaux. On voit des vidéos d'amis partis avant eux sur la route migratoire, qui sont arrivés en Europe et qui postent des photos sur TikTok ou sur Facebook. Alors ces départs cachés, il faut bien comprendre que c'est pas le fait de quelques personnes. C'est vraiment un vrai sujet dans les communes pauvres d'Abidjan. En une semaine, nous, de reportage, on a vraiment rencontré des dizaines de personnes, des dizaines de personnes qui nous ont parlé de proches qui avaient pris secrètement la route de l'Europe. En fait, tout le monde semble connaître quelqu'un qui un jour a disparu soudainement sur la route de l'exil. Des départs surprises, évidemment, qui sont très durs pour les proches, on n'en doute pas. Ils sont surtout très risqués aussi. Mais oui, parce qu'un départ caché, on s'en doute, c'est un départ mal préparé. Je rappelle que de manière générale, les départs de manière illégale vers l'Europe sont toujours très risqués. Les routes migratoires sont vraiment très risquées. Mais là, il y a vraiment une méconnaissance assez inquiétante de la route migratoire. C'est les ONG que nous avons rencontrés qui nous en parlent. Puisque comme on n'arrive pas à identifier ces jeunes qui veulent partir, on ne peut pas les prévenir des dangers qui les attendent. Frédéric Agouzi, que vous avez entendu, nous a bien dit, je le cite, les jeunes Ivoiriens qui veulent prendre la route ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne se renseignent pas bien, ils ne connaissent pas la réalité du périple. Et c'est vrai, nous, sur le terrain, quand on est allé à la rencontre de ces jeunes, on a par exemple rencontré des personnes qui ne savent même pas quel pays ils vont traverser pour rejoindre l'Europe. Ils ne savent pas s'ils vont passer par le Mali, par le Maroc et envisager la route des Canaries, ou par exemple passer par le Niger, la Libye et la traversée de la Méditerranée. On a même croisé des jeunes qui pensent qu'une fois arrivés dans un pays du Maghreb en transit, ils pourront travailler légalement et puis tout simplement demander un visa pour prendre un billet d'avion vers la France. Évidemment, tout cela est faux. Ce sont des fausses informations, des fake news qui sont véhiculées par les passeurs qui profitent de cette incrédulité de tous ces jeunes pour les attirer dans leur filet. La voie légale, c'est pas une option pour les Ivoiriens qui sont tentés par l'Europe aujourd'hui? Non, les associations nous ont bien expliqué que les dossiers de visa qui sont déposés pour un départ en France sont très rarement acceptés. Donc en fait, les jeunes ne se tournent même plus vers cette option. Concrètement, je vous le redis, les personnes qui veulent partir, elles travaillent, elles économisent secrètement, elles tentent de réunir les fonds nécessaires et ensuite elles rejoignent ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un foyer de départ. Je vous parlais d'Abobo, il y a aussi Daloa dans le centre du pays ou Anyama dans le nord d'Abidjan. Un foyer de départ, c'est là où les jeunes vont trouver des contacts et des passeurs pour entamer leur migration. Vous avez aussi rencontré, Charlotte, pendant cette mission, des jeunes qui ont suivi le chemin inverse, le chemin retour, des jeunes qui ont réussi à atteindre la France, mais qui ont décidé de rentrer en Côte d'Ivoire parce que la vie, finalement, était trop dure en Europe. Ouais, c'est un peu l'autre réalité de la migration. Depuis la France, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se retrouvent en situation régulière et pour qui la vie est très dure, et donc qui demandent à rentrer dans leur pays. Dans ces cas-là, c'est l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui va s'occuper de ce qu'on appelle des départs volontaires. C'est-à-dire que concrètement, l'OFII va payer un billet d'avion
Abidjan et va donner une enveloppe financière à ces Ivoiriens pour se réinsérer professionnellement en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on nous a bien expliqué à l'OFI, quand on les a rencontrés à Abidjan, c'est qu'ils font de plus en plus face à des jeunes qui reviennent brisés en Côte d'Ivoire, brisés par la route de l'exil. Il faut savoir que ce sont des jeunes polytraumatisés qui ont traversé la Tunisie et la Libye et parfois même donc la Méditerranée. Ils ont souvent été kidnappés, rançonnés, battus, torturés. Je vous propose d'écouter encore Christophe Gontard. C'est le directeur de l'OFI à Abidjan et il nous parle de ces profils qu'il appelle fracassés, des profils qui reviennent vraiment brisés par la migration. Alors c'est un public qui nécessite un accompagnement un petit peu plus précis, dans la mesure où ce sont la plupart du temps des jeunes qui ont peu d'expérience professionnelle, qui ont peu de formation de base et qui parfois ont vécu sur leur parcours des vies un peu compliquées, qui ont des séquelles d'un traumatisme vécu lors du parcours migratoire. Et ces séquelles sont encore visibles quand ils rentrent au pays et c'est parfois un handicap pour eux pour arriver à se réinsérer. Donc notre objectif, c'est vraiment d'être très attentif à ça pour pouvoir les aider à retrouver confiance en eux, à retrouver l'envie de monter un projet, de se réinsérer durablement au pays. Voilà, ce que vous nous dites, Charlotte, c'est que la difficulté est double. Il faut retrouver sa place après ces épreuves qu'on a endurées pour arriver en Europe. Mais les familles, elles n'aident pas. Elles n'accueillent pas leurs enfants à bras ouverts. Et non, loin de s'imaginer. Non, ouais, loin de là. En fait, l'OFI, comme l'ONU, à travers l'Organisation internationale des migrations, qui propose aussi des retours volontaires, font un gros travail d'accompagnement psychologique. Il faut savoir que quand on rentre au pays et qu'on a échoué dans sa migration, c'est souvent vécu comme une honte. Je parle depuis le début de cette chronique du tabou de l'immigration. Mais il y a aussi des familles qui investissent sur un jeune, c'est-à-dire des familles qui vont payer les passeurs, payer le périple, payer parfois les rançons quand on est kidnappé sur le chemin de l'exil. Et donc, en fait, elles investissent tellement sur le jeune. Et quand ce jeune rentre au pays sans avoir réussi, sans rapporter d'argent... C'est une immense déception. C'est une immense déception. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui cachent parfois même leur retour à leur famille. Il y a aussi des familles qui rejettent tout simplement leurs enfants. Il y a aussi une honte très personnelle. C'est le cas d'Aboubacar. Aboubacar, on l'a rencontré aussi à Abidjan et lui, il a été coincé longtemps en Tunisie, il a été torturé là-bas. Quand il a été rapatrié, pourtant il a été accueilli avec tendresse par sa famille, il a réussi à remonter un petit commerce en ligne, mais il se dit extrêmement honteux, extrêmement déçu. Il nous a dit, moi je voulais viser plus loin, je voulais plus que ça. Depuis que je suis enfant, je rêvais d'aller en France. Voilà, espoir déçu après ce trajet. Merci beaucoup, Charles.